18h40 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Zartosh Bakhtiari nous a rejoint. Bonsoir, maire DVD de Neuilly-sur-Marne. On va évoquer ce qui s'est passé à Viry-Châtillon, ce drame, ce jeune de 15 ans tué parce qu'il discutait. Il envoyait des messages à une autre jeune fille de 15 ans qui, elle, a été aussi mise en examen. On va écouter quelques réactions d'habitants de Viry-Châtillon qui, évidemment, sont sous le choc et qui ont fait part de leurs émotions. Écoutez. Moi, quand j'ai appris ça, j'étais choquée parce que pour moi, il y avait un espoir que... En fait, moi je pensais pas qu'il allait décéder. Et quand il m'a dit ça, déjà, j'ai pleuré parce que j'étais triste. En même temps, j'étais énervée. J'étais très, très énervée contre les agresseurs parce que... Comment tu peux faire ça, en fait? Comment tu peux tuer un enfant? Quand on a des enfants de la même âge, c'est un peu compliqué. On sait que ça peut nous arriver. Et puis de la violence comme ça, gratuite, je trouve qu'à l'heure où on est, avec tout ce qui se passe, les guerres dans les pays à côté, on n'a pas besoin de ça ici. J'espère qu'ils trouveront le vrai coupable et qu'il sera puni, quoi. C'est tout ce qu'il y a à dire. En tout cas, il y a plusieurs personnes en garde à vue, dont la jeune fille de 15 ans qui a été mise en examen pour abstention volontaire d'empêcher un crime. C'est déjà arrivé à Neuilly-sur-Marne, ce type d'expédition tribale, en fait, M. Bakhtiari? Effectivement, entre bandes de jeunes, mais on a aussi des sorties de collège qui sont très animées, très virulentes, très violentes. Oui. Et on a quand vous dites animé, c'est violent, quoi. Oh, c'est très violent, oui, c'est un euphémisme. En réalité, on a des bandes qui s'affrontent de plus en plus violemment, de plus en plus jeunes. On a aussi des bandes de filles. Moi, j'ai été saisi la semaine. Ça, on le dit assez peu, qu'il y a beaucoup de violence dans les filles, chez les filles. C'est extrêmement violent. On n'a pas idée, on pense que les violences, que les bagarres sont réservées aux garçons, mais c'est pas vrai du tout. La semaine dernière, j'étais à une remise des médailles du travail d'un papa qui était chauffeur poids lourd et qui me disait avoir sa fille, il y a plus d'1 an quand même, qui a été lynchée, tabassée par une bande de filles, qui a porté plainte. Les auteurs ont été traduits devant le conseil de discipline, auditionnés par la police, et 1 an après, rien, Laurence Ferrari, rien. Il y a une chose, si la victime a été déplacée de son collège, et elle a été mise à 35 minutes de là où elle habite. Et voilà un peu le message qu'on envoie. Donc c'est la victime qui a été déplacée, qui donc doit se taper 30 minutes de bus pour aller à l'école. Exactement. Et en réalité, le mal, il est multiple et les facteurs sont extrêmement nombreux. On a évidemment les parents qui sont totalement défaillants dans l'éducation transmise, dans le fait simplement de faire comprendre aux jeunes la différence entre le bien et le mal. On a le système répressif, la justice qui est très laxiste sur certains aspects. On pourrait parler des heures, des centres éducatifs fermés qui ne fonctionnent absolument pas, de la justice des mineurs qui est complètement défaillante. Et il y a aussi, pardon de le dire, mais l'éducation nationale, cette institution qui, elle aussi, n'est pas à la hauteur. Dès qu'on essaie de changer quoi que ce soit, on se prend des torrents de boue et de... Mais vous, les maires, c'est ça ? Moi, je les vois absolument. Et je vais vous donner un tout petit exemple. J'ai essayé de mettre en place quelque chose qui pourrait, je pense, essayer d'apaiser le cadre scolaire, l'uniforme à l'école. J'ai 4 écoles dans lesquelles j'ai proposé. Il y en a 3 sur lesquelles, parce que je pense que ça permet d'avoir un cadre plus apaisé, ça permet de faire corps, C'est quoi, c'est une blouse, c'est quoi l'uniforme? On est en train de le travailler avec les parents, mais ça permet surtout de faire comprendre à l'enfant qu'il vient à l'école pour s'instruire. Il vient pour faire élève, en fait. Et en réalité, j'ai soumis un référendum populaire. J'ai eu un large plébiscite de la part des parents, 74% de participation des parents. Ouais. Même au présidentiel, il n'y a pas ce taux de participation. Non, c'est ça. Et 65% de parents qui sont pour. Sauf que dans une de mes écoles, des 4 écoles, j'ai 15 enseignants, Laurence Ferrari, 15 enseignants qui s'y sont fermement opposés. Et donc, je ne peux pas mettre en place cette mesure dans laquelle il y a 640 parents qui se sont exprimés et qui ont dit être pour. Donc, en fait, on est parfois pris en otage et le bon sens est pris en otage par une poignée de personnes qui ne veulent que rien de tout. De la difficulté du métier que vous exercez, maire, qu'a aussi exercé François Pupponi à Sarcelles, j'aimerais juste qu'on écoute le maire de Viry-Châtillon, Jean-Marie Villain, qui d'abord a été très ému par la mort de ce jeune homme de 15 ans, et puis qui dit qu'après, il s'est aussi fait insulter, il s'est fait traiter de collabo, parce que, soi-disant, il versait des larmes de crocodile. Écoutez-le, il était chez Pascal Praud ce matin. Vous savez, il y a une campagne avec des européennes en même temps en ce moment, et je voudrais surtout pas que le fait de surréagir sur je me fais traiter de tous les noms là en ce moment sur ce sujet-là, et je préfère éviter justement de parler de ça parce que on verra ça après les élections européennes, et à ce moment-là je prendrai la décision qu'il faut pour ça. C'est-à-dire, je ne comprends pas.
Vous ne voulez pas parler de On sait quoi? bien qu'il y a un candidat des élections européennes qui a réagi sur le sujet et qui considère que j'ai eu des larmes de crocodile, ou voire plus. Hein, ça a été bien pire que ça. Hein. Je suis un macro, je suis un collabo, je suis un tout ce qu'on veut. C'est une façon de se victimiser, Alexandre. Je pense que il fait référence à Éric Zemmour, je crois, parce que Éric Zemmour avait dit justement, avait cité dans l'exemple de ville où il y avait beaucoup de problèmes, Viry-Châtillon, et je crois que le maire avait porté plainte. Donc je pense que c'est un espèce de règlement de compte, mais je comprends pas bien. Oui, je trouve qu'il ne devrait pas parler de ça. C'est pas le moment de parler de lui. C'est le moment de nous dire ce qu'il peut faire pour améliorer la situation dans sa ville. Et ces larmes, j'étais moi-même partagé. Je crois pas que ce sont des larmes de crocodile. Je me suis dit, c'est quelqu'un d'ému et on peut le comprendre quand on est directement confronté. Mais c'est le job d'un maire de pleurer. Mais est-ce que c'est le travail? Voilà. Est-ce que c'est le chef face à des caïds? Est-ce que c'était la bonne réaction? C'est un être humain, mais bon. Dans ces cas-là, la seule institution républicaine qui est capable d'aller voir les familles, c'est le maire. D'accord. La police n'y va pas, le préfet n'y va pas, voilà. Donc c'est le maire qui doit être dans ce cas-là, essayer de pacifier les choses, de parler. Donc c'est lui qui est au contact des familles, donc il a le droit d'être ému. Si le maire doit présenter ses condoléances à la famille. Ah mais j'ai pas dit ça, j'ai dit de pleurer devant. Non, j'ai dit juste les pleurs devant les caméras. Oui. Je pense que c'est un réflexe humain et on peut pas lui en vouloir. Voilà, c'est un peu l'humanité dans ce monde de bruit. C'est envoyer un signal à des caïds qui est peut-être pas le bon. Oui, mais sincèrement, voilà, moi pour avoir vu ça, quand vous allez annoncer une famille qu'il y a un enfant qui a été tué dans ces conditions-là. Voilà. Mais je voulais vraiment confirmer ce qui a été dit par le maire de Issy-sur-Marne sur l'éducation nationale. Leur faire comprendre que à la sortie de l'école, il y a des bandes qui se tapent dessus et qu'ils n'ont pas de responsabilité. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elles fassent les profs? Non, déjà qu'elles participent. Quand il y a un coup de poing dans la cour, il faut qu'elles préviennent. Parce qu'un coup de poing dans la cour peut finir avec un mort le soir même. La police? La police, la mairie, les institutions. Moi, j'ai mis en place un système de veille. Mais c'est vrai que convaincre l'éducation nationale, je vais vous donner un exemple. Il y a une bande qui se bat, un élève est exclu parce qu'il avait frappé un autre élève. Et qu'est-ce que fait l'éducation nationale qui ne connaissait pas la cartographie des bandes? Il l'exclut et il le met dans le collège de la bande d'en face. Le gamin, qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé au collège, le premier adulte qu'il a vu lui a mis un coup de poing. Alors moi j'avais convoqué, il me dit Monsieur Pupponi, si je rentre dans le collège, je suis mort. Donc moi j'ai sauvé ma peau, j'ai frappé le premier pour me faire exclure de nouveau. Voilà. Et donc après on a dit à l'éducation nationale, avant d'exclure quelqu'un dans le collège d'en face, vérifier que c'est pas deux bandes qui sont en train de se taper dessus. On en est là. Hein. Non mais on marche sur la tête, Monsieur Bakhtiari. Franchement, vous faites un métier impossible. Mais en réalité, on est là. Donc effectivement, le maire a été ému, touché. Donc je peux comprendre. Mais comment? La vraie question, c'est le mal est beaucoup plus profond. Comment en est-on arrivé là? Comment on a pu accepter en 2024 qu'un enfant parte à l'école avec son cartable, avec son sac à dos et revienne dans un sac mortuaire? En réalité, on a renoncé. On a renoncé à dire nos valeurs. On a renoncé à réaffirmer nos valeurs quand elles sont mises en danger. On a renoncé à affirmer notre identité. Je le dis d'autant plus tranquillement qu'il ne vous aura pas échappé que mes origines ne sont pas forcément gauloises. On a renoncé à dire... On est nombreux dans ce cas-là. Il n'y a pas beaucoup de renoncé à dire que l'école est un espace-temps sacré et que le politique et le religieux n'y entrent pas. On a renoncé à réaffirmer l'autorité de l'enseignant. Parce qu'on a été complaisant aussi avec quelques personnes qui ont voulu se compromettre avec ceux qui crient le plus fort. Sauf qu'au bout d'un moment, si on ne pose pas les règles de notre société, cette jeunesse qu'on a dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées, ce sont les adultes de demain. Si on ne leur dit pas quelles sont les règles de notre société, demain c'est l'anarchie, la loi du plus fort. Mais qui doit leur dire ça, M. Bakhtiari? C'est pas leur famille, on l'a compris. C'est pas l'éducation nationale qui doit juste leur apprendre à lire, écrire, compter. Mais là, c'est la mairie. Vous envoyez des émissaires dans les écoles? Mais il faut que tout le monde y aille et n'aie pas peur d'y aller. Que les parents soient réellement mis devant la réalité et qu'ils soient responsables en réalité. Déjà, combien y a-t-il eu depuis le nombre de ministres de l'éducation qui se sont succédés? Comment voulez-vous avoir une ligne ou une politique? La question que je pose est du simple bon sens. C'est du simple bon sens. Comment voulez-vous avoir une ligne politique à partir du moment où tous les ans le ministre change? C'est plus profond que ça. Rachel Kahn, c'est plus profond? Ouais. Enfin, ça n'aide pas en tout cas. On convainc quand même que ça n'aide pas. C'est un ministère extrêmement difficile à driver, ce ministère-là. C'est bien le ministère dont on parle. Il faut dégraisser le mammouth. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai le sentiment que cette violence-là, et notamment celle à l'école,
ne peut plus être rattrapé par un système bureaucratique avec, je ne parle pas des professeurs, je parle des rectorats, de l'ensemble de la hiérarchisation, comme si finalement cette bureaucratie était l'alibi à l'inaction. L'alibi à l'inaction, c'est assez joliment dit. Mais en réalité, c'est important ce que vous dites, monsieur le maire, parce que vous êtes sur le terrain, vous, tout le grand prêchi-prêcha de l'éducation nationale. Non, c'est pas la réalité de ce que vous vivez tous les jours sur le terrain. Non, et je vois que l'éducation nationale n'assume pas sa part de responsabilité et rejette en permanence sur la faute sur les autres. Mais tout le monde est responsable. Je vais vous dire, la justice des mineurs aujourd'hui dans ce pays est terrible. Revenons quelques mois en arrière. Il y a 10 mois, il y avait les émeutes. 10 mois, il y avait les émeutes. Votre ville a été particulièrement Absolument, touchée. On a été touchés. Ça va mieux d'ailleurs ? Ça va mieux, on a restructuré, la médiathèque avait été incendiée, les 7 voitures de la police municipale avaient été calcinées, une mairie annexe a été brûlée, donc on a été vraiment touchés. Et le résultat des émeutes, moi j'ai les chiffres du ministère de l'Intérieur, entre 100 et 200 000 émeutiers. Je vais vous les donner. Il y a eu 3 651 interpellations, 1 300 déferments, c'est-à-dire présentation à un juge, 742 condamnations à de la prison et quelques centaines sur les 100 à 200 000 qui partent en prison. Ça veut dire quoi ? 0,5% des émeutiers ont terminé en prison. Ça veut surtout dire que la République française dit à 99,5% des émeutiers continuez. Et derrière, on nous dit que j'avais assisté à la conférence de presse de M. Dupond-Moretti, ministre de la Justice, qui nous avait dit que la réforme de la justice des mineurs avait été faite. Sauf qu'en réalité, rien n'a été fait. Aujourd'hui, les centres éducatifs fermés, c'est le cran juste en dessous de la prison pour mineurs. Je vais vous dire, il y en a 54 en France qui accueillent environ 10 jeunes pour lesquels il y a 30 adultes payés pour chaque centre éducatif fermé. C'est un coût pour chaque jeune de 250 000 € par an, par jeune. D'accord. Ouais. Donc, et derrière, est-ce que ça marche ? Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça en remet pas quelques-uns sur le droit chemin ? Vous allez voir, c'est très peu, mais 150 millions d'euros pour moins de 600 jeunes qui causent des problèmes assez importants, parce qu'on va dans un centre éducatif fermé quand on a violé, quand on a été auteur de vol, de viol, de rixes, de meurtres. Et en réalité, derrière, le système judiciaire n'est pas efficace pour les remettre sur le droit chemin. Donc moi, je déplore en fait tous ces maillons défaillants dans cette République qui, aujourd'hui, nous fait perdre tous nos repères. Et nous, maires, on est très démunis. Mais là, monsieur le maire, les chiffres que vous venez de nous donner sur le pourcentage d'émeutiers qui ont fini en prison, 0,5%, Joseph Massescaron, 0,5%. C'est ça la réponse de l'État au fait qu'on a brûlé, saccagé des médiathèques, des bibliothèques, des écoles, des mairies. En plein cœur de quartier. Et je pense au maire de La Île-et-Rose. Bien sûr, c'est dérisoire, mais là on revient toujours à la même question, c'est-à-dire ce que monsieur le maire a souligné, c'est-à-dire où les mettre, c'est-à-dire où les placer. C'est aussi ça le problème. Et ça, c'est une question qui n'est pas résolue. Ça fait également, depuis des années, cette question est pendante, et pas simplement depuis Emmanuel Macron, depuis bien avant Emmanuel Macron. Donc évidemment, bien sûr, de toute façon, dans ces cas-là, la solution de facilité, c'est justement d'arriver à ces 0,5%. Et c'est dramatique. Il y a quand même un sujet dont on ne parle plus du tout. Il y a un mot qu'on n'emploie plus, c'est la prévention. Mais ça veut dire quoi, la prévention ? La prévention, c'est faire en sorte qu'un enfant, un jeune, ne bascule pas dans la délinquance. Et qu'on évite de le faire basculer. Et qu'est-ce qu'on... on n'entend plus parler. Ça fait 10 ans que la prévention est sortie... Alors, dans ce cas-là, ils avaient un casier judiciaire. Est-ce que la meilleure prévention, c'était pas une courte peine Non, mais d'accord. Mais une fois qu'il a basculé, il faut qu'il soit sanctionné. Mais faisons tout pour que nos enfants ne basculent pas dans la délinquance. C'est ça la prévention. C'est considéré aujourd'hui comme un gros mot. Mais sincèrement, c'est aussi ce qui est un mot sur la prévention, répression. Un mot de Rachel, et après je passe la parole. Non, mais je suis entièrement d'accord. Et c'était juste pour souligner le système de détection. C'est-à-dire que très petit, on doit avoir un système de détection, de repérage et puis de médiation aussi des conflits, etc. Donc, des gens pour ça. Exact. Il faut on manque de personnel partout. Joseph, non, mais sur la prévention, moi qui suis âgé par rapport aux gens autour de cette table, pardonnez-moi, moi j'ai le souvenir du mythe du grand frère. Vous vous souvenez, le grand frère ? Le grand frère, ça devait être la prévention absolue. C'était la solution absolue. François, tu as vu quelques échecs. Il y a eu quand même quelques échecs. Voilà, c'est moins qu'on puisse dire. Ensuite, après, certains présidents de la République, je n'ai pas nommé, c'était pas Emmanuel Macron, là, pour le coup, qui ont trouvé finalement que s'il y avait des gens qui appartenaient à une communauté religieuse, qui arrivaient à encadrer encadrer la ville, finalement, ils remplaçaient le Parti communiste qui autrefois encadrait, et c'était pas un problème. Voilà, c'était pas un problème. Ça, il faut le dire aussi.
bien sûr. Est-ce qu'il y a des motifs d'espérer, M. Bakary, quand même? Oui, il faut. Tout ne va pas si mal, quand même. Non, mais sinon, c'est désespérant. Non, évidemment, on s'accroche et il y a de bons espoirs. Quand on met en place des dispositifs pour sortir les jeunes, pour engager les jeunes, on y arrive. Mais ça demande un temps fou. Et moi, ce que je déplore, c'est que, en fait, dans les autres échelons, à plus haut niveau, on n'a pas de vision globale. On ne voit pas où on va aller. Et effectivement, comme le disait M. Massescaron, quand on a un ministre de l'Éducation nationale qui change tous les 6 mois, on ne sait pas où on va. On n'a pas le cap. Mais la justice, il ne change pas, hein, c'est toujours le même. Oui, mais on ne va pas dans la bonne direction non plus. Mais en tout cas, c'est une vraie expérience de terrain que vous nous avez communiquée ce soir. Donc merci beaucoup d'être venu. Merci à vous, Laurence. Bakary, maire DVD de Neuilly-sur-Marne. Merci Joseph, Rachel, Alexandre, François. Je vous signale qu'on a rendez-vous tous ensemble à 21h sur CNews et sur Europe 1 pour notre face-à-face des Européennes. Valérie Hayé de Renaissance face à Marion Maréchal de Reconquête. Plusieurs thèmes sur lesquels elles vont évidemment confronter leurs idées, deux visions très opposées de l'Europe, sur l'agriculture, sur les enjeux sécuritaires, les enjeux migratoires, la politique européenne, aussi la défense européenne. Soyez au rendez-vous. On sera avec Sonia Mabrouk pour interroger, pour faire vivre ce débat. Bon, on va s'effacer, ce sera à elle, aux candidats de s'exprimer. En tout cas, voilà, une soirée politique ce soir, 21h, 22h sur CNews et sur Europe 1. Merci de votre fidélité, ravi de vous retrouver cette semaine sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, sur Europe 1, c'est Hélène Zélani pour l'information et Christine Kelly pour Face à l'info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.